Salut Dani, merci d'être présent pour ce podcast Vendredi Immo de Skyline. Donc aujourd'hui on va parler des diagnostics et notamment des DPE immobiliers qui font couler pas mal d'encre, qui sont aussi une grosse source de questionnement et qui sont assez anxiogènes pour les investisseurs, surtout en ce moment. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours un petit peu et qui es-tu et ce que tu fais sur Marseille? Alors moi je suis diagnostiqueur depuis maintenant 6 ans. Avant j'étais agent immobilier pendant 5 ans et gestionnaire également. Donc l'avantage c'est que je connais l'importance d'avoir les diagnostics dans les temps, dans la rapidité et surtout de bien faire le travail puisque c'est vraiment le nerf de la guerre pour un agent immobilier et pour surtout un futur acquéreur puisque c'est souvent le projet d'une vie. Tous ces thèmes-là font que ça me permet d'être vraiment très perfectionniste. Dans un deuxième temps, au niveau du DPE, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du DPE, ça parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on en parlait moins. C'était vraiment à titre informatif. Maintenant, il commence à avoir des pénalités, des petites sanctions pour les passoires thermiques. Surtout, pas d'inquiétude. Tout problème à chaque fois a sa solution. Il ne faut pas s'inquiéter et ça ne coûte pas toujours très très cher. Alors, dans un premier temps, on va parler déjà de la réglementation, notamment qui va être à venir. C'est ce qui inquiète souvent les investisseurs aujourd'hui. C'est des questions qui reviennent le plus souvent en disant je vais plus avoir le droit de louer ou je vais plus pouvoir vendre mon appartement parce qu'il est G, comment faire, etc. Dans un premier temps, en fait, il va y avoir 3 étapes. Les premiers appartements qui vont être touchés et ciblés, ça va être dans un premier temps, bien évidemment, les passoires thermiques qui sont classées au 1er janvier 2025. Ces passoires thermiques ne seront normalement plus sur le marché et vont être interdits à louer. Après, on va passer au 1er janvier 2028 pour le F et pour le 1er janvier 2034 pour le E. On parle quand même d'un étalage sur 10 ans. Déjà là, il commence à avoir une nouvelle norme pour les petites surfaces qui sont les plus pénalisées. De moins de 40 mètres carrés, De moins de 40 mètres carrés. Donc, vous allez avoir vos attestations pour tous les acheteurs qui achètent dès à présent une surface assez petite. Vous allez sur le site de l'ADEME et vous pouvez avoir le prévisionnel de ce que vous allez avoir au 1er juillet 2024 en ligne. Donc ça, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur le site de l'ADEME. Vous rentrez votre numéro ADEME qui est obligatoire sur tous les DPE. Donc, faites attention quand vous achetez un appartement. Vérifiez bien que le numéro ADEME correspond au DPE. Le numéro ADME justement pour contrôler en fait ton DPE puis voir ta nouvelle attestation à partir du 1er juillet 2024. Ça c'est pour les petites surfaces. Pour On les peut le petites voir surfaces. dès maintenant, bien Moins de évidemment. 40 carrés, c'est ça. Pour les moins de 40 mètres carrés, alors vous allez voir que aujourd'hui tous les diagnostics qui sont réalisés, vous avez une petite phrase d'ailleurs explicative en haut sur la première page de votre DPE en disant allez sur le site ADEME pour générer votre nouvelle attestation. Soit vous cliquez sur le numéro ADEME en haut à droite du DPE directement qui vous amène sur la page. D'accord. Soit vous faites un copier-coller, vous allez sur le site de l'observatoire de l'ADEME. C'est ça l'observatoire. Et vous avez directement la nouvelle la nouvelle attestation qui sera délivrée au 1er juillet 2020. Oui, comme quoi en fait il y avait une problématique sur les calculs en fin de compte, sur les surfaces qui font moins de 40 mètres carrés, c'est elle qui était le plus pénalisée. Alors ils n'ont pas réellement revu les calculs, ils ont revu le barème. C'est-à-dire qu'en fait le barème a été modifié pour les petites surfaces. Alors après malheureusement ça va pas faire des miracles non plus. Le seul moyen c'est d'améliorer son appartement bien évidemment et surtout bien améliorer. C'est surtout ça qui est intéressant parce que améliorer et avoir un appartement tout beau, tout propre, qui est souvent le cas, mais où il n'y a eu aucun travail d'isolation ou de réflexion au niveau de chauffe, de rafraîchissement ou de cumulus, forcément ça pénalise. On le paye un jour ou l'autre de toute façon. Tous ceux déjà qui ont fait les travaux il y a quelques années où le DPE tout le monde s'en foutait et pour nous c'était juste un papier et qu'il n'avait aucune importance, le regrette parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais par contre il faut le prévoir en amont parce que si on commence à devoir revoir l'ensemble de son isolation, donc la démolition de la peinture. C'est ça. C'est que malheureusement ça engendre plusieurs coûts et c'est pas juste le coût de l'isolation mais ça engendre derrière le coût de l'isolation, donc de la matière première, la main d'œuvre, de la peinture, un peu d'électricité. L'appartement qui est inexploitable pendant quelques temps, le temps de faire des travaux. Puis c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, c'est que les travaux de rénovation énergétique, c'est quand même des travaux qu'on arrive à quantifier et on parle pas de travaux de structure, de gros œuvres. Non, c'est des travaux qui sont entre guillemets, bien sûr assez simples. Il y a juste quelques points d'attention qu'on va voir justement après, mais c'est des travaux qui sont faisables, tout à fait. Quand on va visiter un appartement, par exemple, quand on va acheter un appartement, ou même nous, quand on souhaite vendre son appartement, sa maison, ou alors on veut améliorer tout simplement son habitat, quels sont les points à regarder, les points de vigilance, quel type de bien va être le plus pénalisé par ce DPE et par ces nouvelles normes? Déjà, il faut comprendre comment fonctionne un DPE. Un DPE, ça marche avec des déperditions. C'est une déperdition d'énergie qui est cumulée avec un moyen de chauffe, de rafraîchissement et de chauffe. Donc une fois qu'on a compris le principe, tout c'est mathématique. Dans un premier temps, on va regarder combien il y a de murs qui donnent sur l'extérieur. Ça va pas être la même question pour une maison
que pour un appartement, parce qu'une maison va être plus déperditive par défaut qu'un appartement. D'ailleurs, pour les maisons de moins de 50 mètres carrés individuelles, pas en copropriété, le DPE n'est pas obligatoire. Pour les maisons de moins de 50 mètres carrés, donc ils sont pas en copropriété. Individuelles seulement. Ça, c'est pour faire un petit point annexe, parce que c'est vrai que pas grand monde le sait, et même les notaires ne le savent pas, mais l'arrêté le dit clairement. Surface inférieure à moins de 50 mètres carrés, pas de DPE obligatoire pour une maison individuelle. Donc pour tout ce qui est notamment compréhension d'un DPE, chaque mur qui donne sur l'extérieur a une déperdition. Si le mur, bien évidemment, n'est pas isolé, la déperdition est plus importante qu'un mur isolé. Alors après, il faut faire attention au niveau de l'isolation. C'est pas parce qu'on met la plus grosse isolation et qu'on va perdre le plus de place que ça va être forcément le plus performant. Ou c'est pas parce qu'on a le plus gros mur que ça va être le mieux isolé. Chaque mur a des caractéristiques et chaque mur, c'est pas parce qu'on a un mur de 60 cm qu'il faut pas mettre d'isolation. C'est souvent des faux calculs. Et quand on arrive chez les propriétaires, ils disent oui, mais moi, mon mur fait 60 cm. C'est sûr qu'il isole bien. Il isole mieux qu'un mur de 20, bien évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il est isolé par défaut. Voilà. Après, ce qui est très important quand vous faites faire les travaux ou quand vous faites les travaux vous-même, c'est déjà de garder les factures d'achat pour nous diagnostiqueurs au niveau du matériel que vous avez mis en isolation. Ça va vous aider énormément pour l'intervention parce que ce qui est important vraiment, c'est les coefficients. Sur un emballage, aujourd'hui, il y a toujours un coefficient. C'est le U quelque chose. Le U et le R, c'est ce qui va permettre de caractériser votre isolation. Donc des fois, on peut avoir une isolation de 3 cm qui est 100 fois plus performante que 10 cm. D'accord. Donc plus le U, ce R est élevé. Alors plus le U ou le R est élevé, plus l'isolation est importante. D'accord. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on a cette problématique-là, nous, dans les appartements ou les maisons. Quand on va devoir isoler l'ensemble des murs, on va perdre de la surface. Donc, qui dit perdre de la surface, c'est perdre de la valorisation immobilière. Ça se calcule. Très attention. Ça se calcule parce que des fois, il y a des endroits où les prix sont très élevés. Et oui. Dès qu'on est, par exemple, comme sur Paris, il y a 16 ou 17 000 des fois du mètre carré. Si on en perd 5, ça commence à faire mal. Est-ce qu'on va pas optimiser plutôt de mettre des clim hyper essentielles? La pompe à chaleur aujourd'hui, elle a un impact très important sur votre DPE. Et si on a la possibilité de la faire, il faut le faire. Au niveau du DPE, pour revenir, donc c'est les murs extérieurs, notamment aussi les plafonds et les planchers. Donc souvent les rez-de-chaussée et les derniers étages sont les plus pénalisés, sachant que souvent avant 1974, par défaut, il n'y a pas d'isolation dans vos murs et plafonds parce que les normes à l'époque n'obligeaient aucune obligation, donc très peu de promoteurs isolés par défaut. Et ça, sur la rénovation, donc une fois qu'on a fait la rénovation des murs, rénovation potentiellement du plafond ou sous les rampants en toiture ou dans les combles non aménagés, est-ce qu'on a d'autres points d'action pour améliorer notre DPE? Déjà, on va parler au niveau d'incidence. Aujourd'hui, si vous avez un budget, je donne un exemple bête, de 2000 € pour améliorer votre DPE. Il y a tout le monde qui va aller directement sur les fenêtres. Oui, je change les fenêtres, simple vitrage, double vitrage, voilà. Ça va amener un confort à votre locataire, mais ça ne va pas avoir d'impact important sur votre DPE. Il faut savoir que le DPE, lui, il est surtout au niveau de la consommation du chauffage et de l'eau chaude. Au niveau des choix à faire pour améliorer son appartement, il y a un ordre bien précis et souvent qui est faussé. Notamment, le cas le plus fréquent, c'est j'ai changé les fenêtres, pourquoi je suis toujours rangé? Les fenêtres, ça va vraiment amener un confort à votre locataire, mais il ne va pas avoir d'incident financier sur votre facture d'électricité ou de gaz. Et donc sur le DPE, il va avoir une incidence qui est très faible. Le coefficient est très faible. Il va avoir un coefficient 4 contre un coefficient 2,20 ou 2,30 sur une toute petite partie du mur. C'est quasiment insignifiant. Les coefficients vont de combien à combien? Alors le plus haut pour une fenêtre, ça va à 4 et ça peut arriver selon la typologie de fermeture, etc. jusqu'à 1,20. Par rapport à la surface et le volume du mur, une fenêtre est souvent restreinte. Donc si on a un mètre carré de fenêtre sur un mur qui en fait 12, forcément l'impact va être minime. Et ce coefficient en fait est commun à l'ensemble des points d'amélioration du DPE. Bien évidemment, plus les coefficients du DPE vont être bas, plus le DPE a une chance. D'accord. Et l'ensemble de ces coefficients, ça va toujours de 1 à 4. Même sur l'isolation. Par exemple, pour le mur, le maximum c'est 2 et ça va jusqu'à 0,30. Enfin, d'accord. C'est 0,26 même avec les nouvelles normes. Enfin, après, les coefficients, c'est plus pour nous, c'est le côté technique. Vous, en tant que particulier, ça vous intéresse pas plus que ça. Vous, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est si on a un budget, quel est le sens des priorités. Aujourd'hui, vous êtes là pour louer, pour investir ou pour y habiter. Donc, il faut penser vraiment, j'ai 10 000 € de budget. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 10 000 € en priorité? Est-ce que je vais changer mes 6 fenêtres de mon appartement ou est-ce que je vais installer une clim? La question ne se pose pas, c'est la clim. Donc, pour toi, voilà, si on avait un budget serré sur un appartement, voilà, un budget, je sais pas, de 5, 6 000, voire 10 000 €, quelles seraient les priorités pour améliorer son DPE? Il n'y a pas de sujet déjà à ce niveau-là. Si on est au dernier étage, il faut, quoi qu'il arrive, si la hauteur sous plafond nous le permet, si on n'est
pas trop bas. Faut déjà se renseigner auprès du syndic. L'appartement est isolé et on n'a pas moyen de savoir parce que la trappe est fermée ou condamnée. Donc se renseigner dans un premier temps pour voir si le diagnostic a été fait correctement et que vous n'êtes pas pénalisé pour rien. Voir si les combles sont isolés ou la toiture est isolée. Super important parce que des fois vous pouvez engendrer des frais. Après, le diagnostiqueur n'est pas magicien. Si on n'a pas les données, malheureusement on peut pas les inventer. Voilà. Nous, on demande une liste d'informations en amont. Si on n'a pas ces données, aucun diagnostiqueur pourra inventer si vos comptes sont isolés. Dans un premier temps, se renseigner, aller vérifier, voir ce qu'il y a dans les comptes, si ce n'est pas le cas, dès votre acquisition ou pendant le contrôle. Deuxièmement, donc si la toiture est isolée, il faut savoir comment on va chauffer, parce que c'est le nerf de la guerre. Ce qui consomme le plus dans un appartement, c'est l'eau chaude et le chauffage. Aujourd'hui, si on a un budget donc serré pour revenir à la question, hors des priorités, si on a la possibilité de mettre des clims, on n'hésite pas, on met des clims. C'est vraiment la recette magique pour le DPE. Après, dans un deuxième temps, on va commencer à isoler les murs. Pas tous les murs, bien évidemment, il faut raisonner intelligemment. Un mur qui donne sur un local chauffé n'a aucun impact sur un DPE. On va d'abord en priorité, si on veut pas isoler partout, celui qui va avoir le plus de déperdition, c'est dans un premier temps le mur qui donne sur l'extérieur. L'extérieur pur, là où vous avez vos fenêtres. Ceux-là, c'est ceux qui ont le plus de déperdition, donc c'est ceux-là qu'on va isoler en priorité. Dans un deuxième temps, on va isoler les murs. Par exemple, si on est au rez-de-chaussée et qui donne sur un hall d'entrée avec une ouverture directe, on va isoler celui-ci en deuxième temps, si cela ne suffit pas. Mais il faut vraiment raisonner par ordre de priorité. En priorité, moyen de chauffage. Moyen de chauffage, si on a la possibilité, on n'hésite pas, on met une clim. Quoi qu'il arrive, ça va avoir un impact immédiat sur votre DPE. Donc, si on peut pas mettre la clim, est-ce qu'il y a un chauffage à sélectionner? Le problème, c'est que les convecteurs, tout type de convecteur, même si c'est inertie, fonte, etc. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu énervant parce que ça coûte cher. Alors, on paye des fois 400 € de chauffage et on se dit, Par rapport au grippin, on dit, mais pourquoi il y a un impact qui est minime? Malheureusement, même si l'impact est important niveau prix, il va pas avoir un impact énorme. Soit on passe sur de la clim, soit il faut surtout isoler et améliorer. Voilà, mais ne mettez pas 500 ou 600 balles dans un chauffage. La note du DPE va pas avoir d'impact si le chauffage est cher. Mais c'est quand même mieux d'essayer de mettre quand même un chauffage inertie qu'un grippin. Bien évidemment, même en termes de confort de chaleur, en termes de consommation, etc. Mais ça va pas avoir d'impact. C'est-à-dire entre mettre une clim à 1200 balles ou un radiateur à inertie à 500, même si ça le fait plus cher, vous le retrouverez toujours sur l'investissement. Et là, la question qui va se poser, comment je fais si je n'ai pas d'extérieur, que je n'ai pas de coût? On peut pas poser de clim en façade. Exactement. Il y a quand même un moyen qui existe, c'est ce qu'on appelle les clims monoblocs. Alors c'est un petit peu encombrant, c'est un petit peu bruyant, mais après si on parle vraiment et qu'on se met à la place vraiment de propriétaire qui veut louer son appartement sans refaire toute la peinture, l'isolation, etc., ça coûte à peu près entre 1000 et 1300 € hors pause. Il faut qu'elle soit par contre fixe. On ne parle pas de clim amovible, il faut vraiment donc la clim monobloc fixe avec les deux sorties sur façade, donc une entrée d'air, une sortie d'air. Alors là, il faut peut-être demander aussi une autorisation en AG. Après, souvent, je pense que ça ne pose pas de problème parce que ça correspond au final aux sorties de ventilation qu'il y a dans toutes les cuisines. Oui. Déjà à ce jour dans les immeubles marseillais ou autres qu'on trouve sur façade. Et même esthétiquement, ça c'est pas très gênant au niveau d'une copropriété. Donc ça, c'est un point qui est quand même pas mal important et assez à prendre en compte pour sauver une petite surface. Donc si on doit résumer, si on doit prioriser en fait pour sauver son appartement ou améliorer clairement son DPE avec un budget qui est quand même serré, ça va d'abord être la production de chaleur, donc clim, ou alors chauffage, mais il faut pas non plus s'envoyer sur des chauffages à 500 € l'unité. Et ensuite, tout de suite passer sur l'isolation des murs qui donnent sur un local non chauffé, enfin sur l'extérieur du moins. En face. Et ensuite local non chauffé, et ensuite toiture. Toiture en priorité, parce que la déperdition monte en chaleur. Toiture, mur extérieur en priorité. C'est pas l'épaisseur qui compte, il faut surtout prendre en compte le coefficient. Ne mettez pas 5 cm sur la toiture, je vous en supplie. Un minimum 10-20 cm devrait faire l'affaire pour avoir au moins un confort agréable pour votre locataire. Avec toutes cette nouvelle norme, toi, qu'est-ce que tu penses d'investir sur les passoires thermiques? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut toujours le coup? C'est quelque chose qu'il faut être très vigilant. On a quand même cette notion de valeur verte qui commence à arriver avec une dévaluation des prix petit à petit sur les notes qui sont les plus élevées en termes de diagnostic. Est-ce que ça vaut le coup? Ça reste des bons placements. Alors c'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est une passoire thermique, mais la question c'est après votre achat, est-ce que ça le sera toujours? Bien évidemment que aujourd'hui, acheter dans une passoire thermique peut être très intéressant. Le premier critère, le propriétaire va dire j'ai pas envie de faire les travaux, donc forcément il est conscient, il a déjà une conscience qu'il va devoir vendre un petit peu moins cher que le prix du marché. Un appartement qui est classé en G et qui a tout à refaire va coûter moins cher au même palier que le voisin qui en est et qui est tout beau, tout propre. Donc voilà, c'est toujours pareil. Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous y connaissez, honnêtement foncez. L'achat aujourd'hui dans la passoire thermique, c'est pas l'avenir mais presque, parce qu'au final vous payez avec une valeur dégressive votre produit et comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément avec l'argent
d'argent qu'on règle des problèmes. Donc il faut juste comprendre le système de la passoire qu'on achète pour savoir si c'est améliorable, dans quelles conditions et à quel coût. Des fois avec moins de 1000 euros ou 1500 balles, on peut passer de G à E ou à D selon les possibilités. Enfin, vraiment oui, je pense qu'il faut aujourd'hui investir dans les passoires thermiques. Faire attention avec les banques. Je sais qu'il y a des banques qui boycottent les passoires thermiques. Anticiper votre achat. N'allez pas chez votre banquier avec directement votre DPE classé G. Ça risque de les freiner un petit peu. Faites un devis de clim, vous greffez au prix, vous dites que vous le prenez, que vous avez déjà une facture. Essayez d'améliorer, on va dire, la qualité de votre appartement en amont. Oui, et puis toujours améliorer son dossier, amener des billes dans le dossier. Les diagnostiqueurs peuvent faire des projections aussi. Ce n'est pas une obligation, c'est un service. Et nous, de base, il n'y a pas de projection. Bien évidemment, moi, je le fais, il y a aucun problème. Une petite projection pour la banque avec une petite capture d'écran. Ben voilà, aujourd'hui, vous avez un grippin, vous mettez 2 clims, vous passez de G à D. Tout bête, vous isolez la toiture, vous isolez le mur. Pareil. Donc, ça se fait, bien évidemment. Le diagnostiqueur n'a pas l'obligation de le faire. Faut pas appeler tous les diagnostiqueurs pour dire je veux une projection, C'est pas etc. le cœur de leur métier. C'est pas du tout le cœur de leur métier. Ils n'ont aucune obligation. C'est un service qu'on peut rendre, mais s'il est assez sympathique, il prend un peu de temps et il vous répondra avec à vos recommandations tout simplement. On n'est pas là juste pour fournir un papier, mais on a aussi un devoir de conseil, c'est aussi très important. Oui, vous êtes des experts du métier. Des experts, il y en a souvent c'est un premier achat, des fois c'est leur achat d'une vie. Il n'y a pas que des investisseurs sur le marché, des fois il y en a qui vont mettre toutes leurs économies pour acheter leur appartement. Ils ont besoin d'être assurés, il faut pas hésiter à nous appeler et essayer de trouver des solutions ensemble et d'avoir une petite idée autre le conseil du propriétaire ou de l'immobilier, parce que nous on est totalement neuf, souvent on n'a rien à gagner d'avoir, ça ne fait pas plaisir de mettre du G, ça ne fait pas plaisir de mettre du D. Nous c'est mathématique, on range les données, toutes les surfaces, les cotes, les volumes et on arrive à la note finale. Il n'y a pas de gentil ou de mauvais diagnostiqueur. Non, et puis on en vient toujours au même point qui est être accompagné. C'est le but, de manière toujours accompagner, l'importance du réseau et avoir un bon diagnostiqueur avec soi pour ses investissements, pour ses achats. Il puisse vous conseiller comme avoir un bon agent immobilier, comme avoir un bon entrepreneur pour ses travaux. Un achat quand il est bien entouré, c'est une affaire qui roule. Alors maintenant, si on revient un peu au diagnostic un peu plus classique, parce que il n'y a pas que le TPE. Mais évidemment, c'est ce qui pose le plus de questions. Voilà. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être problématiques. On a notamment une question qui revient souvent sur l'électricité. L'appartement est pas aux normes, est-ce qu'il y a des dangers? Il faut refaire l'électricité. C'est souvent la question des acheteurs. Déjà, il faut savoir, c'est que nous, en tant que diagnostiqueurs, quel que soit le diagnostiqueur, quelle que soit l'anomalie rencontrée, qu'elle soit la plus minime ou pas, ça sera toujours déjà la même phrase en commentaire. C'est danger d'électricité. Il est recommandé de faire intervenir un électricien dans les plus brefs délais parce qu'on a bien évidemment un devoir de sécurité. Déjà, pas toutes les anomalies électriques coûtent cher. Des fois, on peut mettre une anomalie juste pour une douille de chantier parce que le propriétaire a levé son plafonnier et qu'il y a un domino apparent, etc. Donc, c'est ce que j'appelle les anomalies à 5 balles. Normalement, un acheteur, il peut pas ne pas acheter l'appartement pour une anomalie à 5 balles. Ça serait complètement dérisoire. Ça, c'est déjà pour les petites anomalies. Donc, faire attention. Vous avez dans votre grille une liste d'anomalies identifiées. Premier point, ne pas juste voir la conclusion générale qui est en première page des rapports parce qu'elle sera toujours la même. Et dans 98% des appartements dans du semi-récent ou dans de l'ancien, il y a des anomalies. Ça peut être de la plus minime, elle peut dépendre du propriétaire comme d'EDF, mais il y a toujours quelques anomalies. Ça peut être vraiment pas cher, comme ça peut être un petit peu plus cher, mais il faut prendre le temps de réflexion de lire le document qu'on a fait et d'essayer de le comprendre. Dans un premier temps, on a donc les petites anomalies vraiment bas de gamme, avec douille de chantier apparent, câble qui n'est pas sous boulotte. Ça, c'est vraiment les anomalies à 2 balles qu'on prend en compte bien évidemment pour éviter qu'un enfant touche et s'électrocute. Et après, derrière, on a des fois des tableaux qui sont complètement plus aux normes, obsolètes et à refaire. C'est toujours pareil. Quand on est en tant qu'investisseur, on a des obligations, mais faut pas penser que travaux d'électricité coûtent forcément très cher. Vous, ce qu'on vous demande, c'est pas d'avoir un appartement sans aucune anomalie pour votre locataire, mais c'est surtout de le mettre en sécurité. Le plus important, c'est de protéger votre locataire et surtout que demain, en cas d'incident, qu'il soit protégé. Souvent, c'est ce qu'on appelle les mises en conformité. C'est ce que souvent la plupart du temps les propriétaires font après un achat d'un appartement qui est vétuste. Il consiste en fait tout simplement à remplacer l'ancien tableau par un nouveau tableau avec des dispositifs de sécurité différentiels. Les dispositifs de sécurité différentiels, c'est le fameux 30 mA qu'on rencontre en tête de chaque ligne et qui va permettre de protéger en cas de surchauffe d'un appareil, une défaillance, quel que soit le problème, il va déclencher en quelques microsecondes, en moins de 30 millisecondes. Il va avoir mal. Si demain il y a quelqu'un qui s'électrocute, il va s'en rappeler, il va plus recommencer la bêtise, mais il va pas y passer. C'est pour ça qu'on voit les différences. Il y a le 20 mA, le 40 mA souvent sur les tableaux. Ça, c'est l'ampérage des disjoncteurs. Ça, c'est encore un autre débat. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, pour une plaque de cuisson, il faut du 32 ampères. Ça, c'est pour éviter qu'en fait la plaque de cuisson qui consomme beaucoup d'énergie surchauffe le cadre en cuivre et crée une fonte au niveau du truc et peut créer un départ d'incendie. Donc ça, c'est juste une vérification aux normes du câblage électrique et de pas avoir une plaque de cuisson reliée à du câble à 5 comme on peut le voir dans certains tableaux et ce qui est dangereux. Aujourd'hui, c'est souvent tiré sous gaine, ça se remplace, ça s'échange. C'est pas
forcément pour ça que ça coûte automatiquement cher. Aujourd'hui, une mise en conformité coûte aux alentours des 1 500 € pour un tableau de rangée, sans retirer toutes les lignes. Redescendre le tableau à la bonne hauteur, à À moins de la 1m80, gamme, voilà. pour les normes Oui, anti-abri. ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est de retirer l'ensemble du réseau. Bien évidemment. C'est signé, de mettre ses boulots, ça coûte un peu moins cher. L'impact, il est toujours le même. C'est-à-dire que si on a un appartement qui est déjà tout beau, tout peint, si on a un appartement entièrement sous goulotte, c'est moins esthétique. Donc, on va avoir plutôt tendance à faire de la saignée. Et qui dit saignée, il dit refaire l'intégralité des peintures, Ah etc. Donc, engendrer des frais qui n'étaient peut-être pas prévus parce que l'appartement est correct. Si bien évidemment, l'appartement est complètement à rénover, n'hésitez pas à refaire votre installation entièrement en norme. Si vous avez les moyens et que ça rentre dans le budget et que vous avez payé bon marché, faites-le. Bien évidemment, il faut Voilà, que les appartements soient au maximum aux normes. Comme vous, en tant qu'obligation, c'est pas forcément, ça coûte pas toujours très très cher. Souvent, les anomalies qu'on peut voir, bon, ça va être le tableau qui a plus d'1m80, il y a Alors, le 30 milliampères, la terre. On a la terre, on a souvent des immeubles anciens ou semi-récents, des fois des immeubles anciens, il n'y a pas la terre du tout dans l'immeuble entier, donc là il faut voir avec le syndic. C'est des travaux qu'on doit prioriser, cette fameuse terre, ou avec ce fameux différentiel. Aujourd'hui, la terre elle est c'est quand bien même protégé. assez courante. Il reste pas non plus beaucoup d'immeubles qui ne sont pas raccordés. Souvent, c'est juste l'appartement qui n'a pas été raccordé avec le temps. Mais aujourd'hui, s'il y a un syndic et que les immeubles sont pas non plus trop privés et qu'il y a une bonne gestion, ça a été fait à un moment donné. Dans un deuxième temps, faut vérifier. Des fois, il y a des personnes qui font toute l'installation électrique et ils oublient de raccorder le tableau à terre. Alors bon, c'est pas très grave, ça se répare, mais c'est un petit peu bête. On a payé un électricien qui vérifie au moins que la terre soit raccordée à l'appartement. C'est des petites erreurs qui arrivent d'électriciens parce qu'ils tirent leur tableau et ils se posent pas la question si à terre. Donc, à être vigilant sur ce point-là, vous rénovez votre appartement. Il y a quelques anomalies à régler quand même pour la mise en conformité, comme je disais. Du reste, il faut pas non plus trop s'inquiéter. Il faut se dire que c'est l'existant depuis 200 ans et que bon, la maison n'a pas encore brûlé. C'est un bon signe quand même, mais ça reste quand même pas aux normes. Une installation qui n'est pas aux normes reste pas aux normes, même s'il y a une mise en conformité qui est faite, c'est conforme, mais ce n'est pas aux normes. Il y a toujours un. Est-ce que tu peux nous parler aussi des CARES, donc les exercices CARES pour les biens qui sont en copropriété et qui vont avoir une grosse influence quand même sur la valorisation des appartements ou même des maisons qui sont en copropriété. Qui est-ce qui rentre dans ce fameux CARES? Parfois, on peut voir des différences entre des diagnostics aussi, ou parfois avec des géomètres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les petites subtilités du calcul de la surface CARES? Pour parler de la CARES, c'est très simple. Donc la CARES, déjà, elle touche uniquement et seulement les lots de copropriété dans l'habitation. Les maisons individuelles, elles ne sont pas concernées par une surface CARES, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de lot de copropriété. Maintenant, il va y avoir plusieurs débats avec la CARES, notamment au niveau des propriétaires qui ne comprennent pas pourquoi le balcon qu'ils ont aménagé ne rentre pas dans la loi CARES. C'est très simple. En fait, on veut modifier une loi CARES, déjà de base, il faut faire un état de division de copropriété. C'est pas dit, ça ne sera jamais rajouté en CARES, mais il y a des démarches à faire. Souvent, les démarches ne sont pas faites. Forcément, si vous rajoutez de la surface habitable à votre logement, vos tantièmes, vos millièmes vont évoluer. Exactement. Donc, si vous payez pareil, il ne peut pas avoir de surface CARES supplémentaire et il faut faire attention surtout que ces espaces-là qui ont été appropriés sont bien votre propriété, pas une jouissance. Là, c'est pour parler, grosso modo, de ceux qui aménagent tout ce qui est loggia, véranda. Les loggias, par exemple, est-ce que les loggias rentrent en compte là-dedans? La loggia ne rentre pas dans la loi CARES, elle rentre dans la surface au sol. D'accord, donc ça, faut faire très attention parce que à Marseille, je pense comme ailleurs, souvent les gens aménagent les loggias. Ils transforment les loggias en extension de chambre, extension de cuisine. C'est le point qu'on fait plus vraiment attention. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours le règlement de copro en tant que diagnostiqueur et le type de propriété pour voir la désignation d'origine du bien. Et on voit que dans la désignation, il y avait une loggia et une véranda et qu'elle n'existe plus. Poser des questions, essayer de voir avec les yeux d'experts, savoir où elle était potentiellement localisée, demander un petit peu, essayer de creuser un petit peu plus. Bien évidemment, la loi CARES, c'est toutes les surfaces qui sont supérieures à 1m80. Tout ce qui est en dessous ne comptera pas en loi CARES, ça sera de la surface au sol qui sera annexée au dossier. Après, on va voir le problème avec les embrasures de fenêtres. Toutes les embrasures de fenêtres et de portes, notamment c'est surtout dans l'ancien, ne comptent pas en loi CARES. On va avoir le même débat sur l'espace cumulus, donc les surfaces occupées par un cumulus ou un chauffe-eau ou une chaufferie fixe et obligatoire qui est situé à moins d'1m80 va être déduite. Et il va y avoir aussi le fameux débat sur les placards. Le placard, c'est le débat de tous les propriétaires en disant mais il a été compté, il n'a pas été compté, pourquoi j'ai acheté un appartement, j'en ai vendu un autre. Les placards, par défaut, rentrent dans la loi CARES. Les placards sont des pièces qu'on utilise au quotidien pour ranger nos affaires, etc. Donc rentrent dans la loi CARES, il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Il peut avoir par contre quelques cas, effectivement, où ces placards ne rentrent pas. C'est-à-dire que vous avez souvent des placards, souvent dans les immeubles avec le chauffage collectif, où il y a une contre-marche avec une surface qui est un petit peu surélevée, une dalle béton de des fois 50 cm. Comme une niche, voilà, qui est un petit peu relevée, ou alors des fois avec un contre-rebord. Donc vous avez votre mur, vous avez 40 cm, des fois parce qu'il y a une cage d'escalier en dessous. Donc là, ça va rentrer pareil en surface au sol, mais pas en surface carrée. Donc, mais dans l'ensemble, dans 95% des cas, les placards comptent. Une question concernant les mezzanines. J'ai eu le cas où un notaire, lors d'une vente, a refusé en fait la comptabilisation en CARES d'une mezzanine parce qu'elle n'était pas scellée au mur. Il y a toujours ce point de vue de
fixe, bâti, démontable ou non démontable. Donc la question c'est est-ce que cette mezzanine était démontable ou pas démontable? Est-ce que c'est juste un propriétaire qui a dit que c'est des tasseaux? Ouais, c'est des bastins fixés, mais démontables, ça me semblait compliqué. Voilà. Et après, il y a toujours le même problème. On va revenir à ce que j'ai dit au début par rapport au règlement de copropriété. Est-ce que ce règlement de copropriété a été changé? Des fois, il y a des appartements qui sont vendus directement avec des mezzanines dès leur création, qui sont complètement bâtis, et donc passer dans les combles. Ou alors vous êtes propriétaire des combles. Dans ce cas-là, ça pourra rentrer aussi en caresse parce que c'est leur propriété qui a été aménagée et qu'ils ont déjà des tantièmes pour ces combles habitables. Il va y avoir plusieurs débats à ce niveau-là. Ça compte pas. C'est un petit peu, j'ai pas envie de dire au cas par cas. Normalement, ce n'est pas censé compter. Si rien n'a été fait et qu'on a juste une hauteur de 4 mètres de hauteur sous plafond et qu'on se dit, je vais mettre une mezzanine dans chaque chambre pour doubler ma surface, ça ne marche pas. Donc en fait, on peut partir d'un principe assez simple qui est que si on fait un modificatif, celui-ci doit être porté à la copropriété et pour modifier en fait l'état descriptif de la copropriété et donc l'ensemble de nos tantièmes. Et à ce moment-là, cette surface pourrait être comptée en caresse parce qu'elle aurait été officialisée. Exactement, et surtout bien vérifier qu'elle soit supérieure à 1,80 m. Il ne faut pas oublier aussi que si jamais il y a une différence de plus de 5% lors de la vente, s'il y a une contre-expertise et que le diagnostiqueur de l'acheteur trouve une différence de 5% sur le carrez, il y a un droit de retour, voilà, un droit de retour et ça a l'impact peut être très important. Une erreur de mezzanine peut coûter cher à un diagnostiqueur. Exactement. Et puis se lancer dans des procédures juridiques, un type juridique. Ce qui est important aussi de dire, surtout aux propriétaires, ce qu'il faut bien penser, c'est que le diagnostiqueur, avant tout, c'est vraiment une aide pour vous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on découvre des anomalies, ça sert à rien de nous les cacher. Il faut nous le dire parce que avant de nous protéger à nous, on vous protège à vous. Aujourd'hui, vous ne payez pas juste un bout de papier, vous payez une assurance, vous payez une garantie et vous payez un vice caché. Donc si le vice caché il a été fait de manière explicite de votre côté, exemple cacher un conduit de fibrociment avec un meuble parce que on le savait mais que vous saviez sur l'ancien diagnostic, ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'il y a un peu d'amiante ou des petits problèmes que vous n'allez pas vendre. Le but, les gens sont souvent acheteurs, ils veulent juste savoir la vérité, ils veulent juste pas avoir le sentiment d'être trompés. Aujourd'hui, 80% des immeubles des années 60 possèdent de l'amiante parce que c'était le produit magique à l'époque, donc il peut en avoir dans les dalles de sol, il peut en avoir dans de la colle, dans l'enduit, il peut avoir dans le flocage du faux plafond, de partout. Gallani, merci pour l'ensemble de ces informations. C'est vrai que c'est très nébuleux quand même, les diagnostics pour beaucoup de gens, ça les inquiète beaucoup. C'est des points très techniques. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les propriétaires et pour les acheteurs aussi, bien sûr? Un petit conseil à donner aux propriétaires qui est d'ordre technique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que diagnostiqueurs, on est surtout là pour vous protéger et protéger l'acquéreur. D'accord? Donc, ça sert à rien d'avoir forcément l'appartement sans aucune anomalie et de cacher des anomalies ou autres. C'est pas parce qu'il y a des anomalies dans l'appartement que le diagnostiqueur est méchant ou autre. Sachez que nous, on édite ce document pour vous protéger de tout vice caché et que vous nous payez vraiment pour informer le futur acquéreur. Donc, si vous avez des connaissances qui ne sont pas visibles ou autres, n'ayez pas peur de le dire au diagnostiqueur et d'informer le diagnostiqueur dès son arrivée en disant voilà, il y avait derrière ce mur-là du fibrociment sous la fenêtre. Aujourd'hui, il est recouvert de placo. Vous pouvez le mentionner pour que le futur acheteur évite de mettre un coup de perceuse dedans. Ne pensez pas que le diagnostic est mauvais, moins vous allez vendre, etc. Ce n'est pas le cas. Surtout l'acheteur aujourd'hui, lui a besoin d'être rassuré et surtout de savoir la réalité. C'est pas parce qu'il y a des anomalies ou des petits problèmes que l'acheteur n'achète pas. Il est surtout en confiance quand il y a des trucs qui ne vendent pas, que tout est parfait et qu'il y a des mauvaises surprises à la fin. Petit conseil, s'il y a des points sur lesquels vous savez qu'il y a des problèmes, n'ayez pas peur d'en parler à votre diagnostiqueur tout simplement. Pour qu'il l'affiche, et puis de toute façon c'est toujours mieux d'être totalement transparent avec son diagnostiqueur et puis ses acheteurs, et puis aussi en fait de pouvoir faire de la pédagogie autour de ce problème-là, d'amener une solution. Nous c'est ce qu'on essaye d'amener en tant qu'agent immobilier, et c'est comme ça que les acheteurs aussi se sentent considérés et vont avancer en pleine confiance sur ce bien. Et ben écoute, merci Dani pour ton intervention sur ce podcast de Vendredi Immo. Avec plaisir, n'hésitez pas si vous avez besoin de diagnostic sur Marseille et les alentours, 06 27 67 47 12. Des diags. Je vois ta publicité sur les réseaux sociaux. Non mais voilà, même si vous avez besoin de conseils ou des questions, n'hésitez pas, franchement je suis hyper ouvert et je suis pas vraiment du principe qu'on ne vend pas juste un bout de papier et qu'il y a vraiment besoin de conseils, que ce soit autant pour l'acheteur ou le vendeur. Bien évidemment, toujours sans mentir, il faut dire la vérité, on n'a rien à cacher, nous on est totalement tierces, on n'est pas là pour faire plaisir à l'agent immobilier, on n'est pas là pour faire plaisir au propriétaire ni à l'acheteur, on est là pour établir un contrôle technique de votre appartement. Écoutez, en tout cas merci, c'est un plaisir de partager avec vous, je vous souhaite une bonne journée. Et merci toi aussi.